Si l'écologie est la priorité, la lutte contre les émissions de CO2, la préservation de la ressource naturelle, la protection de la ressource en eau, comment faire de l'économie? Comment faire de l'aménagement? Comment faire des mobilités? Comment imaginer également l'évolution de nos organisations territoriales? Et puis aussi, surtout, comment imaginer l'évolution de notre système fiscal, qui repose essentiellement sur le développement et sur la consommation foncière. Il y a un certain nombre de sujets sur la mobilité qui ont largement avancé. On a vu effectivement une accélération. La grande majorité des habitants ont pris conscience de cette problématique-là et attendent des résultats. Par exemple, la rénovation de leur logement. On a souhaité poser cette question sur 3 territoires très différents. Un territoire rural, la communauté de communes du Bugey Sud. Les effets du réchauffement climatique sont visibles de plus en plus sur notre territoire. Un territoire périurbain, l'agglomération Seineur. On a une responsabilité vis-à-vis de la région, vis-à-vis de l'État. Et un territoire urbain, la métropole d'Orléans. Le territoire s'est urbanisé plus 40 ou 50% dans les 40 dernières années. On en est où dans l'organisation? On en est où dans la fabrique des réponses? Pour cela, on a été accompagné de 4 chercheurs, 2 géographes, 2 économistes, qui ont organisé des ateliers sur ces 3 territoires. On se retrouve avec des agriculteurs qui nous disent comment nous aider dans nos transitions. Face aux objectifs nationaux, on a une marche énorme à franchir. Sur la biodiversité, on est très en retard. Quand on a fait l'inventaire, effectivement, tout le monde est le beau, tout le monde est le gentil, c'est le monde des bisounours. Mais dans la réalité, effectivement, on n'est pas prêt à changer du jour au lendemain. Ce qu'on a constaté, à travers notamment des visites dans les territoires, c'est cette évolution effectivement assez paradoxale entre une prise de conscience accélérée et un élargissement des préoccupations environnementales, beaucoup le climat, mais aussi la perte de biodiversité et la question des ressources, et en même temps un raidissement très fort des positions. Chacun dit que c'est bien de faire du développement durable, de prendre le bus, de prendre le vélo, mais j'ai l'impression qu'on le fait pas, et je me mets dedans, on le fait pas forcément tous. Ce serait vraiment cool qu'on soit plus vus comme les hippies qui veulent mettre un peu de vert partout. On fait beaucoup de choses, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On dégrade moins qu'on ne dégradait à un moment donné, mais on continue à dégrader et surtout, on continue à utiliser davantage de ressources que la planète est en capacité de régénérer. Donc on n'est pas au rendez-vous des questions qu'on pose. C'est pas un changement d'époque que nous vivons, c'est un changement d'air, avec des transformations qui sont absolument incroyables. Et ce sentiment de vertige qui est vécu par nos concitoyens, l'est aussi par les élus. Qu'est-ce que sera la planète dans un siècle? Là, il y a des enjeux qui posent l'avenir du monde et l'avenir de nos sociétés. La peur, c'est sans doute le pire des ennemis dans la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Comment on identifie le retour sur investissement et le coût de l'inaction? Si demain l'écologie était la matrice des politiques communautaires, ça voudrait dire que l'intercommunalité tout entière serait dédiée à l'objectif de transformation. C'est l'institution du changement, quoi. C'est l'intercommunalité comme institution du changement, et c'est une œuvre ouverte pour une génération entière. On est dans un pays qui est peu dense, mais dans lequel il y a du monde de partout. Au nom de l'égalité territoriale, on a commencé à éclater les fonctions et éclater les équipements et les services. Et en fait, on a déstabilisé les centralités. Cette promesse historique de la décentralisation, d'un droit au développement de tous les territoires au nom de l'égalité territoriale, ça n'est plus tenable. Quand on raisonne en termes de territoire, on est tout de suite conduit à une forme de logique de fermeture. Il doit y avoir un changement radical de passer de politique publique de l'environnement, c'est-à-dire on s'occupe de quelque chose, à des politiques publiques qui s'inscrivent dans un milieu, c'est-à-dire qui se conçoivent comme partie prenante d'un ensemble dans lequel il y a à la fois de l'air, de l'eau, du paysage, du sol, des êtres vivants. L'élément
l'élément clé, c'est l'emploi. Et est-ce qu'il n'y a pas des types d'emplois qui ont moins recours à la robotique, pour lesquels il y a aussi des opportunités de croissance? L'autre point essentiel, c'est la croyance que quelque part, on n'a pas besoin de faire l'effort de changer nos modes de vie et nos modes de production. Les marchés vont s'adapter d'eux-mêmes à condition de leur donner l'information. Et ça aussi, je pense que c'est une illusion. Le marché, il garde sa même logique, toujours plus produire, toujours accumuler. Les transformations, les virages qu'on est amené à prendre risquent d'avoir des conséquences sociales extrêmement fortes, d'où la nécessité de maintenir un développement. Et si on n'a pas de développement, on ne peut plus se payer son contrat social. Et puis, développement économique et préservation de l'environnement, ce n'est pas incompatible. Toutes les décisions aujourd'hui, elles doivent être motivées par un bénéfice économique et un bénéfice social qu'on doit mettre en perspective d'un coût environnemental. Et soyons honnêtes, on ne le fait pas ça. L'Interco, elle est mal à l'aise avec la question environnementale. Parce qu'au départ, l'Interco, c'est fait pour faire du développement. Si certains territoires doivent se développer parce qu'on a une situation géographique particulière, parce qu'on est sur l'axe Seine, et que d'autres se développent moins, il faudra bien, on ne les laisse pas sur le bord du chemin. Et quelles modalités de partage on est susceptible de mettre en place? Les deux ne peuvent pas être pensés séparément. C'est comment pour être mieux et pour préserver. On pourrait avoir une taxe qui pénalise quand même ces zones qui sont hyper densifiées, qui polluent énormément, qui s'enrichissent grâce à leurs entreprises, des compensations financières pour nous aider à préserver ces poumons, pour le bien de tous. Le fonds vert, il est là aujourd'hui, sauf que nos projets, ils n'ont pas tous la même temporalité que celle des services de l'État. Avoir des mécanismes de financement de la transition écologique dont on n'a aucune assurance de la pérennité, c'est pas très facilitant pour nos élus pour prendre des décisions et impulser du changement. Plus on consomme de foncier et plus on perçoit de recettes. Donc il y a peut-être un modèle à changer et à faire remonter au niveau de nos parlementaires. Si l'écologie est la matrice de nos politiques communautaires, c'est qu'on a de nouvelles sources de financement qui sont générées par l'économie de la transformation. Le mitage est partout. Et il est anti-économique. Parce que quand on fait un lotissement au milieu de nulle part et qu'il faut amener l'eau, l'électricité, les routes goudronnées, tout en termes de dépenses publiques, c'est un gouffre. On est au bout du modèle. On est au bout du modèle. On sent que les mentalités commencent quand même à évoluer au niveau des élus en termes de réduction de la consommation foncière. S'échappant le plus possible de cette obsession d'aller tirer des recettes fiscales sur des vieux systèmes qui les génèrent, et notamment des systèmes extensifs, prédateurs, et qui sont des systèmes de croissance qui génèrent plus de problèmes qu'ils n'apportent de solutions fiscales. Il faut s'extraire de tout ça. Sur la localisation aussi des ménages, on parlait du phénomène des gilets jaunes, la périurbanisation, l'étalement urbain, c'est aussi lié directement à des questions de fiscalité. Tout le monde est fatigué de m'entendre, de dire qu'on fait 30 fois le tour de la Terre pour venir travailler ici. Pourquoi? Parce que le modèle, c'est on va habiter à Rouen et on va faire des zones d'activité autour. Il faut du logement autour de ces parcs d'activité. Peut-être qu'il faut qu'on pense en termes de sobriété sur tous les projets, et c'est peut-être le plus difficile aujourd'hui. L'Interco, c'est au départ la coopération. Donc il y a une culture de la coopération qui peut l'amener à mieux se saisir des questions environnementales. Le passage de la copropriété à la coopérative, il ne s'agit plus seulement de gérer en gros ce qui se passe à la marge des communes, entre les communes, mais de plus en plus pour l'ensemble des communes, c'est-à-dire ce qui est commun. Et quoi de plus commun que le milieu ? Il faut un récit, comme on dit souvent, et une capacité politique de dire « ça, c'est mon chemin ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut me donner les clés avec mon équipe, parce que moi, je veux aller là-dessus. Ce qui me paraît compliqué, là, c'est de décloisonner, en fait, d'arriver à ce que ça soit pris en compte dans tous les projets. On ne peut pas tout concilier tous les usages. Il faut qu'on fasse un choix stratégique. L'Interco, c'est une gouvernance qui est relativement faible. Aujourd'hui, ce n'est pas des consensus qu'il faut faire, c'est des compromis. Il y a des compromis au sens, il faut faire des vrais choix. On est vraiment à un moment où on peut vraiment changer la façon de faire. Donc après, le temps pour justement faire autrement, il faut arriver à se le donner, il faut arriver à nous le donner aussi. Ce serait très intéressant de savoir quelle est l'organisation territoriale qui va nous permettre de faire la révolution écologique quand même. Si demain l'écologie est la matrice des politiques communautaires, ça signifie que les intercommunalités ont réussi à chambouler
leurs organisations techniques et politiques, autrement dit leurs organigrammes, c'est-à-dire l'organisation des services, d'une part, la répartition des fonctions politiques, d'une façon plus claire encore, la distribution des vice-présidences au sein du bureau. Ces deux modalités-là, structurantes, doivent être revisitées. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on arrive à montrer, entre guillemets, de simple, qui va dans le bon chemin et dans la bonne trajectoire, au service d'un projet qui finalement est multi-cible et répond à plusieurs enjeux et pas à un seul. Ça veut dire se libérer de cette sectorisation technique qui fait de l'organisation des services un champ extrêmement cloisonné, où on a énormément de mal à faire ce qu'on invoque depuis qu'existe l'intercommunalité, à savoir la transversalité. C'est intéressant que aussi nous, on puisse vous dire si on s'y reconnaît. Et ça veut dire aussi réinventer les fonctions politiques en les détechnicisant. Un élu à la prospective, un élu à l'évaluation, un élu à l'expérimentation, un élu à la conduite du changement des organisations, un élu à la médiation et à l'arbitrage des conflits, etc., etc. Dans les obstacles, j'avais les dégâts d'ego. Après un mandat, on est peut-être là ou pas là. Il n'empêche que l'engagement pour la planète, il est important. Et que dans 10 ans, 20 ans, c'est aussi un héritage qu'on laisse aux autres. Donner un cap qui démarre tout de suite, le plus vite possible, mais qu'on sait tenir en faisant des erreurs, mais en les corrigeant. Nous ne sommes pas assez à partir en formation et à le faire chaque année pour pouvoir mieux appréhender les sujets. Et de partager, y compris ces renoncements, et y compris ces choix qu'on fait. On ne se transforme pas si on ne se transforme pas soi-même. Et se transformer soi-même, c'est transformer des organisations techniques et politiques. C'est important d'avoir un projet global qui est pensé collectivement et qui définit des normes réellement contraignantes pour pouvoir créer les politiques au niveau local ensuite. À chaque fois qu'on parle de transition écologique, quand j'entends les discours, c'est un sacrifice. Comment on réussit à expliquer que ça peut ne pas être douloureux? Toutes les stratégies environnementales sont focalisées sur l'évolution des modes de vie et les changements de comportement des ménages et des individus. L'accompagnement, la concertation, la formation. Les industriels, les agriculteurs, les citoyens, les collectivités. Il faut le rendre acceptable. En oubliant qu'ils sont aussi le produit de politiques publiques. C'est difficile de mettre en place des politiques publiques qui peuvent être perçues comme trop contraignantes. Il faut qu'on ait des politiques publiques à hauteur d'homme. Et donc là, on vient de faire une piste cyclable. J'ai vu passer 3 vélos. On a fait 10 km, ça dessert 10 000 emplois. On a mis 40 millions sur la table. Comment on transforme nos usages? Il n'y a pas d'un côté l'acteur public bienfaisant et de l'autre côté une société qui traîne les pieds. Il n'y a qu'une même réalité sociétale dans la diversité de laquelle il faut travailler, parfois sous forme de régulation, d'autres fois sous forme d'incitation, d'autres fois sous forme de capacitation, et toujours en démocratie, sous une forme permanente de délibération. Aujourd'hui, il faut organiser des renoncements. Si c'est en train de se tendre, s'il y a de plus en plus de conflits, on le voit sur la question de l'eau, c'est qu'une part de la société ne considère plus que l'État, que la puissance publique est légitime à organiser ces arbitrages. Et de se dire que finalement, la transition écologique, c'est pas de la transition écologique, c'est une question de transition, y compris sociale, sociétale. Et que finalement, c'est cette approche-là, combinée et systémique, qui n'est pas simple. Lorsque je vous écoute, j'ai entendu une fois le mot d'urgence. J'entends plus la question de la transition, effectivement, c'est un peu plus rassurant. Chacun est sur une trajectoire. Il vient de quelque part, il a un contexte, il a des parties prenantes, des ressources, un héritage, et puis un compromis politique possible. Et chacun fabrique un agenda de transformation et est sur sa trajectoire. La notion de trajectoire, elle est essentielle, puisque ça veut dire qu'on est en mouvement. Et la transformation, c'est un mouvement. Ne clivons pas trop nos débats politiques et ne soyons pas trop vite convaincus qu'il y a ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris, ceux qui veulent tout changer et ceux qui ne veulent rien changer, parce que il faut que tout change pour que tout demeure. La sobriété ou la modération, c'était une vertu absolument capitale dans l'Antiquité, une des plus hautes vertus. Les Grecs l'appelaient
sophrosuné, ce qui signifie une pensée saine qui nous garde en vie, qui nous garde en santé. S'il n'y a pas ce retour sur le sens même de l'économie, sur le sens même du bonheur humain, de la satisfaction de ses désirs, je pense que les transformations écologiques en resteront finalement à des mots, des discours. Peut-être que la seule domination heureuse, c'est la domination que l'être humain peut avoir de lui-même. La domination de la nature, à mon sens, vire au malheur et doit être abandonnée comme telle.